C'est vraiment un honneur de vous accueillir pour cette visioconférence en préparation de la Nuit des Veilleurs 2026 et en partenariat avec l'Église verte. Alors, l'histoire de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture est intimement liée à cet engagement inébranlable pour la dignité humaine. Fondée en 1974, la CAT est née d'une conviction spirituelle et morale que toute atteinte à la dignité est une offense à l'humanité tout entière. Son mandat s'est étendu à l'abolition des exécutions capitales et à la défense du droit d'asile dans des contextes politiques, dans tous les contextes politiques et culturels. Le combat de la CAT, il est mené à travers une double approche, un plaidoyer institutionnel qui se traduit par des rapports, des communications, notamment auprès de l'ONU ou en soutien à notre fédération internationale, et puis des interpellations auprès des gouvernements français et étrangers. Et en plus, d'un autre côté, une mobilisation de terrain qui est portée par un réseau de groupes locaux et de militants. Alors ces membres, et dont beaucoup sont présents, je pense, ce soir, s'engagent concrètement en rédigeant des lettres aux autorités responsables de violations, en faisant signer des pétitions, en correspondant avec des personnes emprisonnées ou condamnées à mort, en sensibilisant les chrétiens dans les églises et les jeunes dans les lieux d'éducation, ou même en organisant, comme ce sera le cas très bientôt, des veillées de prière en soutien aux victimes. Alors, ancrée dans une spiritualité chrétienne, l'association articule ainsi un engagement citoyen, une pression diplomatique pour lutter durablement contre toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Alors, si ce combat contre la torture reste central, il ne peut être isolé dans un monde complexe. Il s'inscrit désormais dans une urgence écologique globale. Face à la pression croissante des entreprises extractivistes qui pillent nos ressources, nous devons reconnaître que la défense de la planète est indissociable de la défense des droits humains. C'est dans cette logique que la CAT France a noué un partenariat avec Église verte, et on remercie à l'occasion Alexis. Cette alliance concrétise vraiment la convergence entre justice des droits humains, justice sociale et justice climatique. Et ensemble, nous dénonçons l'impact dévastateur de l'extractivisme. Non seulement c'est pas bien, mais c'est difficile à prononcer, et soutenons les communautés locales. Car les défenseurs de l'environnement sont aujourd'hui en première ligne face à cette violence économique. Les données sont sans appel. Ils constituent le groupe le plus ciblé par les assassinats de défenseurs des droits. Ainsi, en 2023, d'après Global Witness, près de 60% des homicides de défenseurs des droits sont des militants écologiques. Mais je n'en dirai pas plus, puisque nous avons un intervenant pour ça, et je laisserai notre invité donc entrer dans les détails. Je vous propose une prière qui s'appelle Un Notre Père des Veilleurs. Notre Père, Créateur de l'univers, des cieux et de la terre, qui sema la vie en abondance pour notre grand bonheur. Donne-nous d'être émerveillés par la beauté de ta création, attentifs à sa préservation et reconnaissants pour tout ce qu'elle nous apporte chaque jour et que nous devons veiller à partager équitablement sans l'épuiser. Pardonne-nous notre égoïsme, notre gloutonnerie, notre peu d'empathie, notre faible foi, notre manque d'enthousiasme. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation de la toute-puissance, des affirmations qui méprisent le vivre ensemble et les biens communs. Garde-nous du recours à la loi du plus fort, qui ne mène qu'à la mort. Mais délivre-nous du mal, en ouvrant nos yeux pour voir la souffrance de notre prochain, isolé, ignoré, emprisonné, maltraité, torturé, condamné à tort et parfois même à mort. En ouvrant nos oreilles pour entendre ses cris, son angoisse, son désarroi. En ouvrant nos mains pour lui porter secours et lui écrire afin de rompre son isolement. Notre intelligence et notre bouche afin que nous dénoncions les injustices, les atteintes aux droits humains, les discours mensongers de séparation et de haine. Au nom de ton Fils Jésus-Christ,
venu relever et sauver, par amour, l'humanité tout entière, en commençant par la frange de ceux qui étaient rejetés, oubliés, égarés. Amen. Alors, quelques mots pour présenter notre invité. Donc, Michel Forst n'est pas seulement un expert, c'est aussi et peut-être avant tout un militant des droits humains de longue date, une figure engagée toute sa carrière pour la défense des sans-voix et des plus faibles. Son parcours est marqué par cette double expertise, à la fois associative et institutionnelle. Donc, il a été directeur général d'Amnesty International, secrétaire général de la CIMAD, une organisation sœur de la CAT France, hein, et a œuvré au sein de Frontline Defender. Parallèlement, sa sensibilité aux enjeux écologiques est ancienne, puisqu'il militait déjà au sein des Amis de la Terre dans les années 70. Son engagement a conduit à des réalisations majeures, notamment l'organisation du premier sommet mondial des défenseurs des droits humains en 1998, à l'occasion du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En 2014, il a été nommé rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Dans ce mandat, il a enquêté, alerté sur les risques. Il est intervenu directement auprès des gouvernements pour protéger ceux qui sont en danger et formuler des recommandations cruciales. Mais depuis 2022, et notamment dans le cadre de la Convention de Århus, il est devenu le premier rapporteur spécial spécifiquement dédié aux défenseurs de l'environnement. Cette nomination fait suite à de nombreuses missions sur le terrain dans le cadre de son précédent mandat, hein, comme au Honduras, notamment l'un des pays les plus dangereux au monde pour les militants écologistes. C'est précisément à ce titre, et en tant qu'ami de longue date de la CAT France, toujours présent quand nous le sollicitons, que nous sommes honorés de l'accueillir ce soir pour éclairer la situation critique des défenseurs de l'environnement. Alors je vous invite donc à l'écouter avec la plus grande attention, et j'espère que vous en éprouverez du plaisir malgré la difficulté du sujet. Et encore une fois, merci Michel d'être parmi nous. Voilà, merci beaucoup Luc et merci à toutes et à tous pour ces mots gentils d'introduction. Et je suis moi aussi très content d'être avec vous dans cette soirée et partager avec vous quelques réflexions sur la situation des défenseurs de l'environnement dans le monde. J'espère que vous m'entendez. Pouvez-vous confirmer? Parfait. Très bien, Écoutez, j'aimerais donner à cette soirée un caractère un peu personnel et commencer par vous parler des personnes. Et je voudrais commencer par un nom. Luc a parlé du Honduras et c'est précisément par ça que je voudrais commencer en parlant d'une personne qui m'a beaucoup marqué, qui est Berta Cáceres, hein. Berta Cáceres au Honduras, et nous sommes le 2 mars 2016, donc il y a 20 ans. Il est 3 heures du matin. Un groupe de 3 hommes armés enfonce la porte de sa maison et puis il lui tire une balle dans la tête. Il l'assasine. Berta Cáceres était une femme indigène, pas n'importe qui. Elle était la leader de son peuple, qu'on appelle le peuple Lenca, et elle avait passé des années à protéger et militer pour protéger une rivière sacrée contre un barrage hydroélectrique, hein. Et à ce titre-là, mais aussi au nombre de ses activités, elle a reçu le prix Goldman. Je ne sais pas si vous connaissez le prix Goldman, c'est le prix Nobel de l'environnement qui récompense chaque année des grands militants de l'environnement. Et bien sûr, pour son engagement, elle avait été menacée, elle a été poursuivie en justice, elle a été surveillée, elle était également protégée par des gardes du corps fournis par le gouvernement hondurien. Et puis malheureusement, elle a été assassinée. Encore une fois, le récit de son assassinat a été fait par un autre militant, Gustavo Castro, que j'ai rencontré un peu plus tard et qui m'a raconté la manière de cet assassinat. Et il a lui-même échappé à la mort, puisqu'il a croisé les assassins dans la maison de Berta Cáceres. Et il y a dans un document d'Amnesty, je crois que c'est dans la chronique d'Amnesty, un récit extraordinaire où Gustavo Castro raconte lui-même, avec beaucoup d'émotion, l'assassinat de son ami et collègue Berta Cáceres. Et le lendemain, donc le 3 mars 2016, moi j'étais à Genève. Je devais présenter mon rapport annuel devant ce qu'on appelle le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, un groupe d'ambassadeurs qui se réunissent pour écouter les rapports et prendre des décisions sur les travaux des rapporteurs spéciaux. J'avais appris par téléphone, coup de téléphone, la nouvelle de son assassinat la nuit précédente. Et quand je me suis levé pour présenter mon discours,
Pour prendre la parole, j'ai fait quelque chose d'un peu inattendu, quelque chose de simple. J'ai simplement demandé aux ambassadeurs présents à Genève de se lever en silence en mémoire de Bertha. Et c'est quelque chose qu'on ne fait jamais à Genève. Et j'étais un peu crispé de voir comment la salle allait réagir. Et heureusement, l'ambassadeur de Norvège s'est levé. Et puis ils se sont levés. Ils se sont tous levés. Je dois dire que le silence d'une salle comble est parfois, souvent, le seul hommage qui est à la hauteur de l'événement. Et ce moment, il m'a confirmé quelque chose de très fort, qui est que quand on nomme clairement, quand on nomme publiquement, quand on nomme sans détour l'inacceptable, alors le monde peut encore se lever. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble ce soir, se lever. Alors qui sont-ils, ces défenseurs de l'environnement? On pourrait, et beaucoup le croient, que ce sont des militants professionnels, des gens qui tous les jours ne font que ça, ou des militants simplement entrés en résistance, mais parfois oui, souvent ce n'est pas le cas, souvent non. Pour moi, l'image que j'en ai, c'est un paysan qui filme la rivière polluée en amont de son village. C'est une femme indigène qui refuse de signer la cession de ses terres à une multinationale. Ça peut être aussi un médecin qui publie des données sur les pesticides, ou bien un avocat qui dépose un recours contre un permis minier illégal. Ou bien enfin c'est un jeune qui cloue une banderole sur un pot ou qui décide de bloquer l'accès à une route pour utiliser ce qu'on appelle la désobéissance civile comme mode de fonctionnement. Mais ce qui les définit, encore une fois, ce n'est pas leur statut, c'est leur acte de défendre, et bien sûr le risque que cet acte faut courir. Alors, pour moi très clairement, on ne choisit pas de devenir un défenseur, hein, mais par contre, on choisit de ne pas se taire. Et ça, c'est important. Et dans le monde entier, ces femmes, ces hommes, parfois des enfants, font face à des intérêts économiques qui sont considérables. On l'a rappelé tout à l'heure, des industries extractives, ou bien des projets d'infrastructures à plusieurs milliards, et puis des gouvernements qui ont tout intérêt à ce que la cause n'avance pas. Et de leur côté, qu'est-ce qu'ils ont souvent? Rien. Ils ont leur courage simplement. Ils ont leur téléphone, leur ordinateur, et puis derrière eux, il y a la communauté la plus importante pour eux. Le pays le plus dangereux, les pays les plus dangereux, on l'a rappelé aussi, ce sont la Colombie, c'est le Brésil, en Asie, c'est les Philippines, en Amérique latine, le Honduras, ou bien le Mexique. Mais je tiens à vous dire quelque chose de grave, l'Europe n'est pas épargnée non plus. En France, des militants sont poursuivis en justice pour avoir déployé une banderole. Hier, j'étais à Poitiers pour témoigner en appel dans le procès de Sainte-Soline. En Suède, un scientifique a été attaqué devant un tribunal simplement pour avoir publié ses recherches qui mettaient en cause la politique publique. En Allemagne, on a des militants climatiques qui risquent des peines de prison, parfois des prisons très longues. En Grande-Bretagne, c'est 5 ans de prison pour 5 activistes qui ont simplement organisé une réunion Zoom pour planifier une action qu'ils n'ont pas réalisée. Ils ont été arrêtés et condamnés à 5 ans de prison ferme. Alors oui, partout dans le monde, la répression a changé de visage et elle s'est habillée en procédure judiciaire ou en procédure policière. Luc l'a rappelé tout à l'heure, selon Global Witness, hein, euh, qui recueille en fait les témoignages et qui recueille le nom des défenseurs assassinés. En 2024, c'est le rapport de l'année dernière, 200 de défenseurs de l'environnement ont été assassinés. 200 en une seule année, c'est presque 4 personnes par semaine. Imaginez-vous 4 personnes assassinées, simplement des personnes qui n'ont commis aucun crime. Leur seul crime, c'est d'avoir dit non et de s'opposer. Mais les balles ne sont que la partie visible, et la répression, elle commence souvent bien avant. Elle commence par des menaces. C'est un message, ou c'est un passage devant ta maison, la nuit. C'est un appel anonyme, c'est un SMS reçu avec une image, une photo. On vous montre votre fils, votre fille, et puis l'image de l'école. Pas de message, ça suffit pour vous dire, attention, on vous surveille. Et ça se continue par la surveillance. Le téléphone est espionné, les réunions sont filmées, enregistrées. Et puis ça s'intensifie par ce qu'on appelle la délégitimisation. On dit de vous que vous êtes un terroriste, hein, que vous êtes un Khmer vert, hein, que vous êtes un taliban vert, hein, un agent de l'étranger ou simplement un ennemi du progrès. Et puis vient le temps de la justice, hein, une justice qui est parfois détournée de sa fonction et de sa finalité. On appelle ça les procès bâillons.
des poursuites judiciaires qui sont conçues non pas pour gagner, non pas pour gagner la cause, mais simplement pour épuiser, pour faire en sorte que vous dépensiez vos économies en frais d'avocat, pour que vous passiez vos nuits à répondre à des procédures, pour que vos proches vous supplient simplement d'arrêter. Alors encore une fois, leur but, ça n'est pas de vous condamner, simplement de vous faire taire sans arriver au procès. Un exemple récent que j'ai traité en Italie, la compagnie pétrolière italienne Eni a entendu en justice une ONG qui s'appelle Re Common, leur tort, avoir simplement publié un rapport sur les émissions carbone de Eni, l'entreprise italienne. Et ça n'est pas un cas isolé, c'est une stratégie. Alors il y a ceux qu'on cible en priorité, les communautés indigènes. Pour elles, vous le savez, la Pachamama, la terre n'est pas une ressource, c'est leur identité, c'est leur mémoire, c'est leur avenir. Et les attaquer sur leur terre, c'est les attaquer en tant que peuple. Et puis on a les femmes défenseurs, ciblées avec une violence spécifique, souvent malheureusement sexualisée. On sait que près de 40% des défenseurs tués appartiennent à des communautés autochtones, communautés indigènes. Et puis les jeunes, de plus en plus en première ligne, et de plus en plus en ligne, en première ligne dans la répression. Alors, peut-être allez-vous demander peut-être quel est le lien avec la foi? Eh bien moi je crois que ce lien, il est profond, il est ancien. La Laudato Si de François, publiée en 2015, pose une question simple, une question radicale. Et si la création n'était pas simplement une ressource à exploiter, mais une responsabilité à protéger? Et il dit, et si prendre soin de la terre était d'abord un acte de foi autant qu'un acte politique. Alors oui, les défenseurs de l'environnement que je rencontre, au Honduras, aux Philippines, en Arménie, en France, ne se décrivent pas toujours comme des militants. Beaucoup parlent d'un devoir. Ils me parlent de la responsabilité transmise par les mères aux enfants, par les pères aux fils. Ils parlent d'une terre reçue en héritage qu'ils doivent simplement transmettre à leurs enfants. Et oui, ce vocabulaire-là n'est pas si loin de celui de nos traditions spirituelles. Pour moi, protéger ceux qui défendent la création, c'est un acte théologique autant qu'un acte éthique. Et puis il y a quelque chose de plus immédiat. Ces défenseurs sont des témoins. Ils voient ce que d'autres refusent de voir. Ils nomment ce qui dérange. Ils acceptent le risque de ce témoignage. Cette posture, voir, nommer, témoigner, résister, elle n'est pas étrangère à une conscience chrétienne du prophétisme. Alors, la nuit des veilleurs, c'est précisément ça. C'est ne pas détourner le regard, c'est tenir compagnie à celles et ceux qui souffrent dans l'obscurité. C'est maintenir vivante la mémoire de celles et de ceux qu'on voudrait faire taire. Alors, on m'a demandé également de présenter brièvement mon mandat. Je suis donc le rapporteur spécial des Nations Unies pour les défenseurs de l'environnement. On l'a rappelé sous la convention d'Aarhus, qui est une grande convention environnementale basée sur trois piliers: l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice environnementale. Et dans le cadre de cette convention, l'article 3.8 prévoit que les défenseurs de l'environnement qui cherchent à exercer leurs droits prévus par la convention ne seront pas pénalisés, persécutés pour avoir simplement cherché à exercer les droits. Et donc en 2021, les États partis à la convention, conscients des risques que prenaient les défenseurs, ont décidé de créer un mandat de réaction rapide qu'ils ont appelé rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenses de l'environnement. Alors c'est un mandat unique, c'est le seul mandat international, le seul mécanisme international qui est spécifiquement dédié à cette question dans la région pan-européenne, la Grande Europe et l'Asie centrale. Il couvre à l'heure actuelle 47 États, de la France à l'Ukraine, du Royaume-Uni au Kazakhstan, avec également la Commission européenne qui est partie à la Convention d'Aarhus. Alors ce que je fais concrètement pour répondre à la question, c'est que eh bien, je reçois des plaintes nombreuses de ces pays-là. J'envoie des communications urgentes, écrites au gouvernement, quand j'entends qu'un défenseur est menacé, qu'il est en danger. Et puis, j'échange de manière confidentielle avec les ambassadeurs. Je conduis des missions dans les pays. Il m'arrive de publier aussi des recommandations. Et sous-temps, je soutiens des défenseurs isolés pour qu'ils connaissent leurs droits. Le simple fait de leur rappeler qu'il existe aux Nations Unies un mécanisme dédié à leur protection, c'est un réconfort pour beaucoup d'entre elles et beaucoup d'entre eux. Et puis, je plaide également devant les tribunaux pour les défenseurs menacés. Je plaide également devant les institutions européennes pour que la loi protège
ceux qui nous protègent les uns et les autres. Mais alors je voudrais être honnête avec vous ce soir, mon mandat, c'est simplement un outil. Ce n'est pas, comme on dit, une baguette magique, hein. Mes ressources sont limitées. Je suis soutenu par les Nations Unies avec une équipe à Genève. J'ai également des financements extra-budgétaires qui me permettent d'avoir du personnel en plus, mais sans moyens, pas d'action. Et les moyens de ce mandat sont fragiles à l'heure actuelle, vous le savez. Les gouvernements ne sont pas toujours réceptifs et il y a une crise financière aux Nations Unies. Alors encore une fois, un message pour vous, un rapporteur seul ne change rien, mais une communauté qui se lève peut changer les choses. Ce que vous faites ce soir, être là avec moi, écouter, vous engager, ça fait pour moi partie du même travail. Parce que pour moi, la visibilité sauve des vies, littéralement. Un défenseur connu, un défenseur nommé, un défenseur suivi par une organisation non gouvernementale comme la CAT, c'est un défenseur moins facile à faire taire, moins facile à faire disparaître. Alors, concrètement, ce soir et dans les prochaines semaines, je voudrais que vous puissiez signer les messages de soutien aux défenseurs présentés par la CAT, hein. J'aimerais que vous allumiez une bougie virtuelle sur le site de la Nuit des Veilleurs. Venez par exemple le 25 juin, rue Madame au Temple Luxembourg, et parlez-en autour de vous. Racontez ce que j'ai dit ce soir. Parlez à vos proches, parlez à vos paroisses, parlez à vos réseaux. Parce que, encore une fois, la première arme des persécuteurs, c'est l'oubli. N'oubliez pas que la première arme des persécuteurs, c'est l'oubli, et ils cherchent à nous faire oublier les défenseurs de l'environnement. Je voudrais, pour ne pas être trop long, terminer par une image. Ce matin de mars 2016, le 3 mars 2016, quand les ambassadeurs se sont levés, en silence, dans la salle du Conseil des droits de l'homme à Genève, la nouvelle de la mort de Bertha était encore toute fraîche. Et certains, j'en suis sûr, ne savaient pas encore qui elle était et qu'elle avait été assassinée. Mais ils se sont levés parce que c'était prévu dans mon intervention, parce que quelqu'un avait prononcé son nom. Et c'est tout ce qu'on vous demande. Dites leur nom, ne laissez pas l'obscurité gagner, veillez. Car ceux qu'on croit réduire au silence sont ceux dont la voix porte le plus quand d'autres acceptent de la porter. Je vous remercie. Un très grand merci pour ce propos introductif qui nous laisse le temps de poursuivre l'échange. Je vous rappelle à tous et à toutes notre fonctionnement. On privilégie les questions dans le chat et Pacofi derrière va pouvoir les faire remonter directement en reformulant les questions. Mais j'ai, moi, le droit de poser directement une question en qualité au nom d'Église Verte. Je me permets de faire une toute petite présentation et encore vous remercier, Michel, pour la qualité du propos. J'avais eu la chance de vous entendre à l'occasion des 50 ans de la CAT. Et vraiment un grand merci pour la clarté du propos et la qualité, la pédagogie, comme on dit trop simplement, dans ce genre de situation. Je représente ici l'association Église Verte, association donc, qui est toute jeune puisqu'elle n'a pas encore 10 ans, créée à l'initiative du Conseil des Églises chrétiennes en France, protestants, catholiques et orthodoxes, qui ont voulu se doter d'un outil commun pour accompagner des communautés chrétiennes pour le soin de la création, pour pouvoir mettre en œuvre, d'un point de vue très pratique, dans les paroisses, dans les monastères, dans les associations, un certain nombre d'évolutions, un certain nombre de pivots, euh, en considérant qu'en tant que chrétiens, nous avions des choses à dire sur les questions de soins de la création. Et nous sommes convaincus qu'autour de ces questions de soins de la création se reconfigurent un certain nombre de relations, que ce soit des relations dans les paroisses, dans les communautés, dans les territoires, et aussi une nouvelle forme d'œcuménisme, un œcuménisme qui va s'enrichir des traditions de l'autre et qui va se construire dans une plus grande complémentarité. Alors donc moi j'arrive ici avec ma casquette de représentant, on va dire directement d'église. Vous avez parlé tout à l'heure de la question du soutien aux défenseurs de l'environnement comme un acte théologique. Ma question, elle est double. Elle est plutôt au niveau des institutions, d'un point de vue chrétien. Est-ce que vous avez dans d'autres pays en dehors de la CAT des structures chrétiennes ou confessionnelles de façon
plus générale qui s'engagent sur ces sujets-là, ou est-ce qu'entre guillemets, nous sommes une exception en France, voilà. C'est ma première question. Et ma deuxième interrogation est de savoir s'il existe euh, des partenariats au niveau international avec les structures qui peuvent exister au niveau des conférences mondiales, européennes, des différentes instances chrétiennes, protestantes, catholiques, orthodoxes. Est-ce que ce sont des interlocuteurs et interlocutrices pour vous en tant que défenseur des droits, en tant que représentant de l'Organisation des Nations Unies? Je vous remercie. Alors, merci pour cette introduction et cette question. Effectivement, euh, il y a des communautés qui sont très engagées sur la protection des défenseurs de l'environnement et ce sont pour moi des partenaires essentiels. Parce que quand je veux, ou quand j'ai voulu par le passé me rendre au Honduras, en Colombie, au Mexique, au Pérou, je me suis souvent appuyé sur des communautés chrétiennes, parfois des communautés religieuses, catholiques ou protestantes, ou des groupes religieux ou catholiques ou protestants qui s'engagent concrètement et qui vivent avec les défenseurs de l'environnement pour les protéger et travailler avec eux. Alors, je pourrais vous fournir une liste éventuellement si vous le souhaitez. Donc, j'en connais plusieurs et j'ai été très engagé avec eux. Je reste en contact avec eux, même si je ne travaille plus directement avec elles ou avec eux sur leur propre pays. Mais pour moi, ça a été un soutien essentiel parce que beaucoup de ces défenseurs de l'environnement sont également engagés spirituellement. Euh, les communautés locales sont engagées parfois des religions qui ne sont pas chrétiennes ou dans des croyances qui ne sont pas chrétiennes, mais néanmoins, il y a un acte de foi qu'on sent quand on vit avec eux, qu'on partage le temps avec eux. Je me souviens par exemple d'avoir passé 3 jours au Pérou, dans une communauté autochtone, à vivre avec eux, à manger avec eux, dormir avec eux, parler avec eux ou avec elles et avec eux. Et on sentait une foi profonde, une foi qui était cette fameuse Pachamama dont j'ai parlé tout à l'heure, pour eux, la terre n'est pas que la terre nourricière, c'est autre chose. Le soleil n'est pas que le soleil, c'est autre chose. Les nuages sont autre chose que les nuages. La forêt porte un nom. Le lac porte un nom, donc c'est la cosmovision de ce peuple et pour lequel cette forme de religion est très importante, hein. Alors, soutenu par ces communautés, c'est vrai, et c'est par elles qu'on passe souvent parce qu'on veut avoir accès à celles et ceux qui sont le plus loin des capitales, hein. Trop souvent, les défenseurs de l'environnement invités sont un peu des big names dans leur pays, des big stars, et donc on a tendance à inviter toujours les mêmes. Mais de mon côté, j'ai toujours cherché à inviter celles et ceux qui sont les plus menacés parce qu'ils vivent loin des capitales, leur nom n'est pas connu, ils ne sont pas connus des réseaux internationaux, et j'essaie précisément de faire le lien entre ces défenseurs menacés et les communautés locales, chrétiennes, protestantes, catholiques, sont pour moi une aide précieuse. Orthodoxe également, je le cite dans le cas par exemple du Bélarus, où j'ai également côtoyé une communauté orthodoxe qui m'a aidé aussi à travailler avec des militants environnementaux dans le pays. Alors, pour ce qui concerne les grandes institutions, je suis en contact avec le Conseil œcuménique des Églises, à Genève. Et je veux dire que c'est pour moi une aide précieuse parce que, par exemple, il m'offre gratuitement la possibilité d'organiser au siège du Conseil œcuménique des Églises des consultations où j'invite des défenseurs, hein. On paye simplement la nourriture, mais la salle est gratuite, la protection est gratuite. Et c'est un lieu extraordinaire pour organiser des conférences un peu à l'écart de Genève, un lieu un peu magique dans lequel on peut se ressourcer également. Euh, j'ai des contacts également avec des communautés religieuses plus formalisées qui également essayent de s'interroger sur la question de la place du vivant, de la question de la biodiversité, qui s'interrogent également sur la manière dont elles peuvent soutenir celles et ceux qui sont engagés. Et par exemple, dans ce qu'on appelle les COP, les conférences d'États parties à la Convention sur le climat ou à la Convention sur la biodiversité, on a très très souvent des communautés qui viennent représenter une communauté locale. Ce sont des communautés religieuses qui viennent avec un mandat de représenter, d'être la voix, le porte-voix de celles et ceux qui ne peuvent pas voyager pour se rendre dans ces COP biodiversité et COP climat. Donc je veux dire qu'effectivement, il y a un bon soutien à l'heure actuelle, mais plus on en fait, mieux c'est. Et si parmi vous, il y en a qui peuvent me mettre en relation avec, non seulement en France, mais à l'étranger, des communautés d'églises ou des communautés religieuses,
je suis toujours preneur d'ajouter à mon agenda des noms de soutien que je pourrais utiliser dans mes travaux. Donc, bonsoir encore, Monsieur Forst, et merci encore pour la qualité de votre intervention. Vous avez fait mention de quelques signalements des difficultés concernant les efforts de la défense de l'environnement en France. Est-ce que vous pourriez développer cela? Comment est-ce que vous agissez en France? Est-ce que vous avez des remontées de violations de droits humains par rapport à la défense de l'environnement, en France en particulier? Oui, merci. Donc, une question qui est souvent posée dans les pays que je visite. Donc, est-ce qu'en Allemagne, vous avez des remontées ou est-ce qu'en Suède, vous avez des remontées? Quand je vais au Portugal, on me dit, est-ce que la situation dans mon pays est différente de celle de l'étranger? Et je ne vais pas prendre trop de temps, mais simplement raconter que quand j'ai commencé en octobre 2022 avec ce mandat, avec mon équipe, on a décidé de faire un tour d'Europe. On a visité 26 pays. 26 capitales, bien sûr pour rencontrer les gouvernements, mais surtout pour inviter des défenseurs de l'environnement à nous rencontrer pour raconter la situation qu'ils vivaient, recueillir des témoignages, des recommandations également utiles pour le mandat, et d'abord écouter la voix des défenseurs. Et mon équipe et moi-même, on a été frappés par la convergence des témoignages reçus, en fait, hein. Des militants qui racontent dans les pays différents, au fond, les mêmes types d'attaques, hein, contre les défenseurs de l'environnement. Et la France, malheureusement, n'échappe pas à ce répertoire. Et donc, j'ai publié récemment un rapport qui est sur le site du Mon Mandat et on vous donnera un peu plus tard l'adresse du site du mandat sur lequel vous pouvez trouver les documents, dans lesquels j'essaye de faire un panorama de ce que j'ai pu constater, les formes de répression dans les différents pays. Mon idée n'est pas de mettre en lumière un pays ou un autre, mais de montrer que le phénomène est global et par conséquent la réponse est globale et non pas uniquement au cas par cas, au pays par pays. Alors les principales menaces qui m'ont été partagées sont, paradoxalement, je n'étais pas préparé à ça, ce sont les militants climatiques, hein, qui m'ont parlé des attaques d'abord verbales venant des responsables politiques, où on les appelle écoterroristes, ennemis du progrès, j'en ai parlé tout à l'heure, talibans verts, etc., anti-développement. Et cette parole mortifère prononcée par des responsables publics, des ministres en exercice, des parlementaires, ça a un effet délétère, non seulement sur les personnes, mais également sur la cause qu'ils défendent. Et malheureusement, on voit des médias, ce qu'on appelle la mauvaise presse, la grande presse, répercuter ces propos désastreux de la part des responsables publics et qui entraînent ensuite une escalade des menaces contre les défenseurs. Dans beaucoup de pays, on parle de la répression policière également. La France est particulièrement marquée par un schéma de maintien de l'ordre qui est propre à la France. Et on voit les images de Sainte-Soline, des images de manifestations du 1er mai. On voit des manifestations réprimées brutalement. Ça n'est pas le cas à l'étranger. Des gestes policiers sont parfois difficiles en Allemagne, en Grande-Bretagne, mais n'ont pas la mesure de ce qu'on rencontre en France. Par contre, il y a des pays dans lesquels la répression judiciaire est plus féroce. En France, elle est relativement légère, on pourra en parler, mais en Grande-Bretagne, elle est féroce. Je l'ai dit en fait, hein, 5 ans de prison pour avoir organisé une réunion Zoom et le- 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 les pouvoirs publics ont appelé cet appel Zoom, ils l'ont appelé conspiration contre l'État britannique visant à créer une nuisance publique, hein. Et là, la peine encourue, c'est 15 à 20 ans de prison. En Suède, pour la première fois, j'ai vu des militants être accusés de sabotage. Et l'incrimination de sabotage n'avait pas été utilisée depuis 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Pour la première fois, on utilise en Suède le terme de sabotage pour des militants qui ont simplement jeté de la peinture lessivable sur un monument public. On a en Italie l'utilisation des lois anti-mafia, qui n'étaient pas utilisées depuis très longtemps, et on traite les organisations gouvernementales, environnementales de mafieux, et on utilise les lois anti-mafia. Pour les plus anciens d'entre vous et d'entre nous, vous avez connu en Allemagne ce qu'on appelait la fraction Armée Rouge, une organisation terroriste, réellement terroriste, et bien maintenant ces mêmes lois sont appliquées aux militants environnementaux. Donc on voit la répression policière différentes selon les pays, la répression judiciaire se développer dans les pays. En France, on est, on va dire, relativement protégé. On a une cour de cassation qui veille scrupuleusement au respect des jurisprudences internationales. On a effectivement des sanctions, mais pas à la limite, à la hauteur de ce qu'on voit à l'étranger. Et ce qui me frappe également, c'est, pour répondre à la question, c'est l'aspect dissuasif de ces sanctions policières, sanctions euh, judiciaires, sanctions administratives. On voit des jeunes militants qui décident d'arrêter de militer, de s'engager par crainte de voir leur avenir compromis.
le simple fait d'inscrire au casier judiciaire une sanction même légère fait que ça leur ferme la porte pour passer un concours, ou ça leur ferme la porte à des professions. Et donc, ils n'ont plus le courage d'aller plus loin. Beaucoup d'entre eux me disent que les familles également sont derrière et les poussent à arrêter en disant ça n'est pas sérieux, tu devrais faire autre chose, pense à ton avenir, arrête de militer. C'est peut-être vrai, mais c'est aussi un moyen de dissuader les militants de s'engager. Et puis on a des mesures administratives de plus en plus nombreuses, des assignations en résidence, des placements sous surveillance, sous bracelet électronique, sans pour autant de condamnation judiciaire dans certains pays. Donc effectivement, en France comme à l'étranger, il y a des menaces qui pèsent contre les défenseurs de l'environnement. Vous avez également suivi en France l'utilisation de textes pour menacer certaines organisations non gouvernementales environnementales, comme l'utilisation de décrets ou de mesures administratives qui frappent certaines d'entre elles ou d'entre eux. Donc, pour répondre à la question, la France n'échappe pas au panorama international, et c'est la raison pour laquelle il faut que dans tous les pays, on ait des groupes environnementaux, des groupes de militants qui font le lien entre droits humains et environnement, parce que les droits humains, depuis que ça a été reconnu par les Nations Unies comme un droit entièrement reconnu, donc le droit à un environnement sain est un droit de l'homme, un droit humain, et donc c'est une des raisons supplémentaires pour maintenant protéger l'environnement comme étant un droit humain applicable à tous. Et à l'heure actuelle, il y a des initiatives, par exemple au Conseil de l'Europe, pour faire adopter un instrument juridiquement contraignant, pour faire en sorte que la reconnaissance du droit à un environnement sain ne soit pas uniquement formelle et politique, mais se traduise également par une reconnaissance juridique permettant à la Cour européenne des droits de l'homme de pouvoir également sanctionner les atteintes aux militants environnementaux. J'ai été un peu long, pardon. C'est la Merci. fatigue qui me pousse. Non, sinon, merci beaucoup, merci beaucoup. C'était très intéressant tout ce que vous disiez. Euh, Si je peux juste continuer sur la zone géographique de la France, euh, il y a quelqu'un qui a posé la question par rapport à Claire Hédon, la défense de droit, et voulait savoir si vous avez l'occasion de travailler avec elle dans dans l'exercice de votre mandat. Alors oui, la réponse est très clairement oui. D'ailleurs, je partage avec elle mon bureau que vous voyez derrière moi. Donc, il est dans le même bâtiment que Claire Hédon. Je suis dans un D'accord. bâtiment de la CNCDH et à côté, il y a le bâtiment les bureaux de Claire Hédon, de la Défenseur des droits. Également la CNIL à côté également. Donc, on essaie de travailler ensemble et j'ai souvent l'occasion de travailler avec Claire Hédon et ses équipes sur des sujets qui touchent directement son mandat et le mien, le mandat de ses équipes et de ses adjoints également. Également avec le défenseur des enfants, parce que bien sûr, on a à l'heure actuelle beaucoup de mineurs en dessous de 18 ans qui sont également menacés, des militants environnementaux. Donc, je travaille également avec elle et avec lui. Et puis, vous savez que la défenseur des droits a un mandat également sur les questions des violences policières. Donc, encore récemment, tout à l'heure, je parlais également avec la représentante qui suit le dossier des violences policières, où on parlait de la nouvelle révélation faite par Libération et Mediapart sur les violences à Sainte-Soline, le fait qu'un tir tendu ait directement blessé dangereusement un militant environnemental. C'est très bien compris. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Forst. Il y a encore une question très intéressante sur la possibilité que parfois des défenseurs de droits à l'environnement euh, peuvent eux-mêmes parfois être contraints à utiliser la violence dans la protection, dans leur mobilisation pour l'environnement. Est-ce que vous êtes parfois confronté à de telles situations et comment vous réagissez quand il s'agit de situations comme ça? Alors pour moi, très clairement, en fait, et c'est une tradition parmi les rapporteurs spéciaux, donc je ne change pas la règle, en fait, personne n'est obligé d'utiliser la violence, en fait, hein. Et pour moi, très clairement, la violence est une des clauses importantes pour lesquelles je n'interviens pas. Alors, il faut être un peu plus explicite. En fait, la violence, ce que j'entends par la violence, c'est la violence contre les personnes. Par exemple, lancer des pierres, attaquer directement, frontalement des policiers, lancer des cocktails Molotov, s'attaquer au bien de la gendarmerie. Pour moi, très clairement, ça exclut les militants environnementaux du périmètre de la protection, en fait, hein.
Après, la question de la violence, elle est beaucoup plus vaste que ça. Donc, il y a des militants, par exemple, on a plein d'images qui montrent des militants en Allemagne, en Italie, en France, qui sont matraqués par la police sans raison. Et parfois, il arrive que certains d'entre eux donnent des coups de poing, des coups de pied pour se défendre. Et bien évidemment, là, sans pour autant dire que c'est la légitime défense, hein, c'est un réflexe naturel. Si vous êtes menacé, vous avez tendance à vous défendre. Et donc, pour moi, c'est un geste naturel qui n'exclut pas la protection du mandat. Après, il y a quelque chose de plus insidieux qui est la question de ce qu'on appelle, et d'ailleurs que ça n'existe pas, la violence contre les biens. Le droit pénal ne reconnaît pas. Il y a des atteintes aux biens, mais pas de violence contre les biens. Et là, en fait, j'ai une approche, comme mes collègues, très nuancée. Pour moi, encore une fois, dans le cadre de ce qu'on appelle la désobéissance civile, il y a quatre critères cumulatifs. Le premier, c'est le militant ou les militants ont le sentiment et la connaissance d'enfreindre la loi. Ils décident d'enfreindre la loi. Premier critère, et ils le font pour protester. Deuxième critère, contre une loi injuste ou contre une politique publique qu'ils estiment inefficace. Le troisième élément, c'est de le faire sans violence contre les personnes. Et le quatrième critère, c'est de le faire dans le domaine public. Et donc, dès lors que les quatre critères sont réunis, je considère que ce sont des militants qui utilisent une forme non conventionnelle, mais protégée par le droit international. Il faut savoir que la désobéissance civile, elle est protégée par le droit international. Ça ne veut pas dire on ne peut pas sanctionner, mais la sanction doit être légère, proportionnée. Il y a des critères qui sont appliqués par les tribunaux et par la Cour européenne des droits de l'homme. Et dans ce cadre-là, par exemple, lorsqu'un militant qui protestait contre, par exemple, les bassines, un gros sujet d'actualité dans l'ouest de la France, décide, par exemple, de démonter une vanne d'une méga-bassine pour publiquement la porter et la déposer devant la préfecture, c'est un geste symbolique. Ça n'est pas pour moi de la violence. C'est un geste symbolique et le symbole est important. Ou bien un militant qui va décider de faucher, de pénétrer dans une propriété en cassant un cadenas pour faucher 10 mètres carrés de culture transgénique parce qu'il proteste contre la manière dont les cultures sont polluées par des cultures transgéniques. Pour moi, c'est un geste symbolique, ça n'est pas de la violence ou de l'atteinte au bien. S'il fauche l'entièreté, la totalité du champ, pour moi, c'est du saccage, donc il n'est pas protégé. Donc chaque fois, c'est au cas par cas qu'on décide si oui ou non la personne répond aux quatre critères de la désobéissance civile, et notamment la cause de violence. Et j'ai été confronté parfois à des décisions difficiles, donc tout en comprenant la réaction des militants, je ne peux pas l'accepter et je ne peux pas encourager ni soutenir des militants qui décident délibérément d'employer la violence comme une forme d'action. Dans les grandes manifestations environnementales qu'on voit, malheureusement, il y a une frange qui est une frange qu'on appelle les Black Blocs, qui viennent s'insérer dans la manifestation, qui viennent délibérément chercher la bagarre avec la police. Et clairement, même si certains d'entre eux disent qu'ils le font pour la bonne cause, pour moi, ce ne sont pas des militants environnementaux. Effectivement, merci beaucoup pour ces réponses. Je vois le temps filer, donc je vais combiner deux questions, je pense, je vais fusionner deux questions. La première, c'est tout simplement comment est-ce que vous avez été élu ou comment est-ce que vous avez accédé au mandat de rapporteur spécial des Nations Unies? Et deuxièmement, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour faire avancer la protection de défenseurs de l'environnement? Comment est-ce qu'on peut agir concrètement pour protéger ces défenseurs de l'environnement? Bon, pour la première question, donc c'est tout simple, j'ai été élu par les États partis à la Convention d'Aarhus, qui ont créé ce mécanisme en 2021 et qui ensuite ont cherché quelqu'un qui pourrait répondre aux critères de la création de nouveaux mandats, qui connaissait bien le système des Nations Unies, la question environnementale, qui avait l'habitude des méthodes de travail employées par les rapporteurs spéciaux. Et donc, il y avait deux candidats qui ont été distingués. J'ai été présenté par l'Union européenne, au nom des 27 États de l'Union européenne. Et ensuite, j'ai été élu par consensus par tous les États qui ont accepté ma candidature et qui m'ont confié le mandat pour 4 ans. C'était en 2022. Et en novembre 2025, j'ai été de nouveau réélu, cette fois-ci sur proposition de la France, qui donc ne me tient pas rigueur de mes propos sur la France, et qui m'a proposé pour être réélu. J'ai été réélu cette fois-ci, non pas par consensus, il y a un pays, et c'est ma fierté, qui ne m'a pas soutenu, c'est euh, l'Azerbaïdjan. Et je dois dire que j'en suis assez fier parce que j'ai participé
à la COP à Bakou. Je dois dire que le traitement des militants environnementaux par le régime azerbaïdjanais euh, voilà, me convainc que vraiment c'est un pays qui devrait figurer sur la première, enfin, en tête des listes des pays qui sont dangereux pour les militants environnementaux. Donc ils ont voulu demander un appel public au vote et il y a eu un vote et ils se sont retrouvés les seuls à voter contre moi et j'ai pris ça comme une décoration au fond. Très, très bien. Et Je sur la pense deuxième que question, donc, la je crois avoir répondu dans mon intervention. Je crois que deuxième question. la première des choses, c'est ne pas se taire. Et je sais que vous le faites. Dire les noms, je sais que vous le faites. Donc, il y a des cartes, des pétitions à faire, à signer, à envoyer. On a le sentiment que c'est inefficace, mais moi, je les rencontre souvent dans les prisons, ces militants. Ils me disent à quel point c'est efficace et à quel point le fait de se sentir soutenu, de ne pas être isolé, c'est important pour eux. Donc, nommez-les, soutenez-les, écrivez pour les soutenir et faites passer le message autour de vous. Plus on sera nombreux à en parler, plus on sera nombreux à relayer l'information, mieux ce sera pour la cause environnementale et pour les militants qui, eux, prennent souvent des risques énormes pour protéger l'environnement et la biodiversité. Merci beaucoup. Merci, merci Michel. Justement, ça me donne nous donne l'occasion d'incarner aussi ces défenseurs des droits de l'environnement. Et je voulais me tourner pardon, excusez-moi, vers Daphné Bastard-Boguin, qui travaille à la CAT et qui est responsable du plaidoyer Amérique et dont le domaine d'action stratégique est justement la question de l'environnement et qui a identifié 2 personnes cette année pour la Nuit des Veilleurs. Et je voudrais lui laisser la parole pour qu'elle vous en parle un petit peu, puisque ce sont des défenseurs sur lesquels on se focalise cette année pour les soutenir. Donc ce soir, en effet, nous voulions mettre en lumière 2 défenseurs de l'environnement qu'on soutient dans le cadre de la Nuit des Veilleurs. Donc il y a Estela Hernandez au Mexique et Mauricio Cornejo en Argentine. Leur situation se déroule dans des contextes différents, mais elles racontent une même réalité. En fait, aujourd'hui, défendre l'environnement, défendre l'eau, le territoire, le droit des peuples autochtones expose à des formes de répression très fortes. Et ce qui est frappant, c'est que ces violences ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans des logiques plus larges d'extractivisme, c'est-à-dire d'exploitation intensive des ressources naturelles, souvent imposées au nom du développement économique et sans consultation réelle des populations concernées. Dans beaucoup de cas, les bénéfices de ces projets profitent à des grandes entreprises internationales et en fait, les conséquences environnementales et humaines sont supportées par les communautés locales. C'est pour ça en fait que de nombreux défenseurs parlent aujourd'hui d'une forme de continuité néocoloniale des territoires qui sont considérés avant tout comme des ressources à exploiter, même si cela détruit leur mode de vie et leurs droits fondamentaux. Donc à gauche, là, vous voyez Estela Hernandez, qui est défenseuse des droits du peuple otomí au Mexique. Elle est enseignante-chercheuse en pédagogie et en éducation autochtone. Elle est membre du conseil autonome de Santiago Mextitlan et du Congrès national indigène. Son engagement porte en fait sur la défense des droits collectifs de sa communauté, la transmission des savoirs autochtones, la protection de son territoire. En fait, depuis des années, elle lutte aussi contre les violences subies par les peuples autochtones au Mexique. Elle s'est mobilisée pour la libération et les réparations pour sa mère, qui a été détenue arbitrairement en 2006. Et en fait, son parcours nous montre quelque chose d'assez important chez beaucoup de défenseurs de l'environnement. La lutte écologique est aussi indissociable d'une lutte contre le racisme, contre la marginalisation des peuples autochtones et contre les violences institutionnelles. En 2025, il y a 2 jeunes qui ont été arrêtés arbitrairement. Et donc, face à cette arrestation, la communauté avait organisé une manifestation pacifique. Et c'est dans ce contexte-là qu'Estella, son mari et d'autres personnes ont été arrêtés, alors qu'ils cherchaient simplement à documenter les abus et à engager un dialogue avec les forces de l'ordre. Et en fait, pendant plusieurs heures, ils ont été détenus au secret, sans accès à un avocat ni à une assistance juridique. Et les violences subies par Estella ont été particulièrement graves. Elle a été frappée, insultée, victime de violences sexuelles. D'après les témoignages recueillis dans sa communauté et un enregistrement réalisé par sa sœur, elle a été agressée sur des parties sensibles de son corps et maîtrisée par des policiers assez violemment.
Aujourd'hui encore, elle souffre de douleurs persistantes et d'une perte de sensibilité dans certaines parties de son corps. Et en fait, ce qui est arrivé à Estella, c'est pas un cas isolé. Au Mexique, les personnes qui défendent leur territoire et les droits des peuples autochtones sont régulièrement victimes d'intimidation, de menaces, de disparitions forcées, de détentions arbitraires, et aussi dans le cas d'Estella et d'autres, de violences sexuelles. Les femmes défenseuses sont particulièrement exposées parce qu'elles subissent une violence qui est à la fois politique mais aussi genrée. Et en fait, son histoire rappelle que les défenseurs de l'environnement ne protègent pas seulement la nature au sens abstrait du terme, ils défendent aussi leur territoire, leur culture, leur mémoire collective, leurs conditions de vie. Et donc, en fait, à travers la Nuit des Veilleurs, on veut apporter un soutien concret à Estella. Donc, déjà dans nos actions passées, on a écrit aux autorités mexicaines pour demander que les violences commises contre elle fassent l'objet d'enquêtes sérieuses, que les responsables soient sanctionnés, que sa sécurité soit garantie, car c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et ce soutien, il est aussi en fait très symbolique parce que l'objectif de la répression, c'est d'isoler les défenseurs, de leur faire comprendre qu'ils sont seuls et vulnérables. Et donc, le fait de rendre leur situation visible à l'international, c'est les protéger. Et ensuite, vous pouvez voir aussi la photo de Mauricio, que nous soutenons, qui est un défenseur de l'environnement en Argentine, membre de l'Assemblée des voisins autoconvoqués du Salada. Et en fait, c'est un collectif qui lutte depuis des années contre un projet minier situé dans la cordillère des Andes, qui porte principalement donc, sur la protection de l'eau et du territoire. Et en fait, le district du Salata, il est traversé par la rivière Mendoza et le cours d'eau San Alberto, qui sont en fait des ressources vitales pour les habitants et pour l'agriculture locale. Et depuis 2008, il y a une entreprise minière qui a manifesté son intérêt pour la région, et la population locale dénonce les risques de pollution liés à l'activité minière. Et en fait, comme dans beaucoup de conflits environnementaux, les communautés rappellent sans cesse que sans eau saine, il n'y a pas d'agriculture, pas de santé, pas de vie possible. Et en fait, malgré 17 années de mobilisation et d'une opposition constante, le projet continue d'être soutenu par les autorités locales et par une entreprise suisse, Solway Investment Group. Et en fait, ce point est important, ce qui montre que les conflits environnementaux sont liés à des chaînes mondialisées et que les matières extraites de ces territoires servent aux marchés internationaux. Et donc, en 2025, une manifestation citoyenne a eu lieu en marge de l'inauguration de la Chambre des fournisseurs de l'industrie minière du Salata. Et des incidents violents ont eu lieu ce jour-là. Des personnes ont été arrêtées. Et elles n'étaient même pas membres en fait, de l'Assemblée autoconvoquée. Et en fait, un mois plus tard, c'est Mauricio qui a été arrêté de manière préventive. Il a été accusé d'appartenir à une organisation destinée à imposer ses idées et associé à des faits de violence qu'il n'avait pas commis. Il a été détenu pendant 23 jours sans accès à un traitement médical avant d'être placé en détention à domicile. Et cette affaire est très inquiétante en fait, parce qu'elle illustre la criminalisation croissante des mouvements sociaux environnementaux. Et dans son cas, ce qui est très grave aussi, c'est que les autorités ont utilisé l'article 213 du Code pénal argentin, qui est un texte hérité de la dictature, et en fait qui permet de poursuivre des personnes simplement en raison de leur appartenance à un mouvement collectif. Autrement dit, c'est pas vraiment seulement l'acte qui est visé, c'est l'engagement militant lui-même, et ça envoie un message très clair aux autres membres de la mobilisation. Participer à une lutte pacifique environnementale peut conduire à la prison. Donc le cas de Mauricio nous montre une autre forme de répression. C'est pas seulement de la violence physique directe, c'est aussi l'utilisation du système judiciaire pour faire taire les oppositions sociales et pour faire pression. Et à travers la Nuit des Veilleurs, nous demandons d'ailleurs depuis notre appel à la mobilisation l'abandon des poursuites injustifiées contre Mauricio, le respect des droits des défenseurs de l'environnement en Argentine. Et voilà, nous voulons rappeler en fait ce qui est essentiel, c'est que défendre l'eau, le territoire ou les conséquences d'un projet extractiviste ne devraient pas être assimilées à une menace pour l'ordre public. Et donc les situations d'Estella et de Mauricio nous rappellent que la défense de l'environnement est indissociable de la défense des droits humains. Et nous rappellent aussi en fait que la solidarité internationale est essentielle pour protéger celles et ceux qui prennent des risques pour défendre leur territoire et la condition de vie des générations futures. J'ai fini. Merci Daphné. Il y a une question justement concernant l'écriture aux responsables politiques, mais pas seulement, l'écriture aussi à ces défenseurs qui sont en prison, qui sont maltraités, le risque pour eux finalement de recevoir des courriers. euh, comment prendre les choses, comment continuer à leur écrire en se disant que quelquefois ça pourrait être contre-productif. Moi, j'ai pas, j'ai pas de cas de défenseur pour lequel ça a été contre-productif, hein. J'ai au contraire en fait une accumulation de cas dans lesquels ils nous disent que le fait de savoir que la communauté internationale pense à eux,
le fait que des lettres arrivent nombreuses, des cartes postales, ça a vraiment changé leur situation. Donc, et ça n'est pas que c'est pas que eux qui le disent, ce sont leurs gardiens de prison. Et on a de nombreux récits qui montrent, après avoir été libérés, beaucoup ont raconté à quel point ça avait été pour Mhm. eux et pour elles un soulagement énorme. Alors, il y a effectivement peut-être des risques, hein, mais les risques sont minimes. Vous savez que la plupart d'entre eux connaissent déjà une situation très difficile et il y a peu de chances que le risque s'accroisse par l'idée de recevoir simplement des messages de la CAT venant du monde entier. Mhm. Laurence, est-ce que je peux me permettre de répondre à une question que j'ai vue passer sur le chat, Bien sûr. qui me paraît intéressante, j'ai oublié de le mentionner dans ma présentation, qui est posée par Jean-François Bénard, que tout le monde connaît, que je connais également. Donc c'est un ami et un collègue avec qui je travaille ici à la CNCDH. Donc il pose la question de savoir si le mandat est compétent pour intervenir dans le cadre des entreprises, hein, et pas uniquement quand l'État agit contre les défenseurs. Et donc la réponse est oui, tout à fait. Et je reçois effectivement de nombreux cas de défenseurs qui sont la plupart du temps à l'étranger, menacés par des entreprises ou indirectement par des entreprises. Et j'ai eu l'occasion d'organiser des consultations en Amérique latine, à Bogota, deux en Afrique, une au Moyen-Orient, une en Asie également, pour inviter uniquement des défenseurs qui sont menacés par des entreprises. Alors la particularité du mandat, c'est qu'il est assis sur une convention universelle, mais qui a essentiellement des parties dans une région qui est la grande région de l'Europe et de l'Asie centrale. Et donc, pour pouvoir intervenir, il faut qu'il y ait un lien entre l'entreprise et les menaces subies par les défenseurs. Très concrètement, quand une entreprise est basée à Madrid et va intervenir en Amérique latine, à Bogota, pardon, en Amérique latine, en Colombie ou au Mexique, et menace des communautés locales, parce que l'entreprise est basée à Madrid, je peux intervenir. Autre exemple, une compagnie basée en Grande-Bretagne qui intervient en Indonésie, parce que la Grande-Bretagne est partie de la Convention d'Aarhus, je peux intervenir également. Je peux intervenir également dans le cas où les fonds d'investissement, des banques d'investissement, comme par exemple la Banque européenne d'investissement, intervient dans des financements de méga projets à l'étranger. Et si on s'aperçoit que ces financements viennent d'une manière ou d'une autre menacer les défenseurs, parce que la Banque européenne est basée est une institution de l'Union européenne et que l'Union européenne est partie de la Convention, je peux intervenir. Si j'ai le temps, Laurence, une anecdote sur un cas concret pour l'illustrer. Il y a quelque temps, j'ai été saisi d'un cas d'un un militant, un journaliste au Guatemala. Il s'appelle Carlos Choc, C-H-O-C. Vous pouvez trouver son nom sur Internet. Il m'a interpellé parce qu'il était victime de ce qu'on appelle un procès bâillon. Une entreprise suisse, basée en Suisse, le menaçait, réclamait des sommes faramineuses pour l'obliger à taire sa série d'articles contre l'entreprise suisse. J'ai donc écrit au gouvernement suisse, j'ai écrit également à la compagnie. On a pu échanger avec la compagnie qui m'a dit nous avons un plan d'action, nous protégeons tous celles et ceux qui cherchent à s'exprimer, donc il est impossible que ce militant soit menacé directement par notre filiale. Et je leur ai récemment demandé de faire une investigation, une enquête, hein, et quelques mois plus tard, ils sont revenus vers moi en me disant vous avez raison, l'entreprise a mal compris nos instructions, notre sous-traitant a été mal conseillé, et donc ils ont confirmé que le procès était un procès fabriqué contre ce journaliste. Et immédiatement après, ils ont interrompu toutes les charges, toutes les attaques judiciaires contre ce journaliste, donc plus procès Bayon pour lui. Il est venu à Genève, j'ai une photo avec lui dans mon bureau, parce que j'aime bien me rappeler des personnes que j'ai rencontrées. Donc c'est un exemple par lequel on voit que agir auprès d'une entreprise, ça peut obtenir des résultats. Bien sûr, il y a des cas importants comme Total Energy en Ouganda, en Tanzanie, sur lequel j'interviens maintenant depuis des années. Et chaque fois, on a la même réponse qui me disent que si vous m'apportez la preuve que Total Energy est directement impliqué dans une attaque contre des défenseurs, alors nous ferons quelque chose. La vraie difficulté, c'est l'absence d'éléments probants. Et donc, bien évidemment, Total ne va pas laisser traîner de documents, des mails adressés à ses staffs, hein, des instructions données de menacer le défenseur. On sait qu'ils agissent parfois un peu en sous-main, ou que simplement le gouvernement ougandais veut bien faire en essayant de faire plaisir à Total et donc arrête préventivement des militants sans pour autant qu'il y ait une demande de la part de Total. Donc c'est vrai, une vraie difficulté. Et dans mes consultations, j'ai eu des cas nombreux de défenseurs qui me parlaient de l'entreprise basée en Norvège, en Suède, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et je leur disais, mais avez-vous un élément concret, un document? Une fois, j'ai eu un document qui m'a été donné, j'ai pu intervenir. Dans la majeure partie des cas, la vraie difficulté, c'est
la requête, la recherche de l'information, là, bien évidemment, cette information n'est pas publique. C'est un vrai sujet de préoccupation pour moi. Je me permets Une de, autre, je me permets de prendre la parole, Laurence. C'est oui, oui, juste que bien j'ai sûr, vu Luc. passer plusieurs fois une question qui touche à votre sécurité, Oui, c'est ce Michel. que j'allais dire. Est-ce que vous avez été menacé? Est-ce que vous avez été mis en danger? Parce qu'il y a quand même des enjeux qui sont économiques et de pouvoir. Et comment vous vous protégez dans ces cas-là? Écoutez, dans le mandat précédent que j'occupais et dans celui d'avant où j'étais le rapporteur spécial sur Haïti, là très clairement j'étais en danger, donc je le savais, et donc il y avait des mesures de précaution très, très fortes. Par exemple en Haïti, j'avais un garde du corps constamment avec moi, 24 heures sur 24 devant ma porte d'hôtel. J'avais une voiture blindée pour éviter qu'on tire sur la voiture, donc très clairement j'étais protégé par le système des Nations Unies. Dans d'autres cas, j'ai été effectivement l'objet de menaces à peine voilées de la part d'autorités, de la part de militaires notamment, à la sortie de visite de prison par exemple. Dans ce mandat-là, j'ai pas vraiment de menaces, mais j'ai parfois des craintes pour ma sécurité. Encore une fois, je ne veux pas stigmatiser le même pays, mais lorsque j'étais à la COP en Azerbaïdjan, mon équipe et moi-même ont été très inquiets en fait, hein, parce que la COP se situait dans un endroit périphérique. Il fallait prendre le bus pour y aller, ensuite marcher un quart d'heure dans la rue Noire parce que les réunions duraient très tard. Et parfois, il m'est arrivé de me sentir pas très sûr de moi. Je me disais que rien n'empêcherait quelqu'un ou un groupe de m'attaquer et de prétexter une attaque crapuleuse pour me mettre hors d'état de nuire. Donc, j'ai partagé les inquiétudes avec la sécurité des Nations Unies qui m'ont dit que malheureusement, la protection devait être assurée par l'État hôte de la COP et donc l'Azerbaïdjan. Mais jamais l'Azerbaïdjan n'a répondu à ma demande d'être protégé. Ils ont simplement mis un policier devant ma chambre, mais le policier très clairement était là pour me surveiller, vérifier qui je rencontrais et surtout pas pour me protéger. Je souhaiterais maintenant présenter un tout petit peu la nuit des veilleurs, puisqu'on en a parlé, puisqu'on parlait d'actions concrètes. Nous, du côté de la CAT et sans doute bientôt aussi avec Église Verte, nous organisons donc chaque année la Nuit des veilleurs qui s'inscrit justement dans le cadre de la Journée internationale de soutien aux victimes de torture. Et c'est le 26 juin 1987 que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains ou dégradants est entrée en vigueur. À ce moment-là, pour lui donner, enfin pas en 1987, mais en 2006, c'est Anne-Cécile Anthony, qui était présidente de la CAT à ce moment-là, qui a imaginé une nuit des veilleurs avec une donnée spirituelle, défense des droits humains, mais avec une pensée spirituelle et des prières pour les accompagner. Et donc c'est ainsi que cette nuit des veilleurs a été créée. C'est une nuit des veilleurs pour soutenir les défenseurs des droits, pour euh, prier pour eux et pour écrire, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, par exemple, l'année dernière, nous avons reçu plus de 5000 messages qui ont été adressés aux défenseurs des droits qui ont été soutenus en 2025. Donc, c'est important, ce soutien, effectivement, est important. Et ça donne l'occasion aussi d'être un peu plus concret dans le cas de cette nuit des veilleurs, puisqu'on peut tous participer, organiser un événement dans le cadre de la nuit des veilleurs. Il y a de nombreuses ressources spirituelles sur le site de la nuit des veilleurs, des ressources spirituelles, des ressources, des outils de communication pour en parler autour de soi, les histoires des défenseurs des droits sont racontées. Donc, c'est aussi un travail d'éducation aux droits de l'homme et de sensibilisation que l'on peut partager avec les personnes qui participent ou qui organisent la nuit des veilleurs. Ça se fait dans des lieux de culte, ça se fait en plein air, ça se fait avec de la musique, ça se fait avec un goûter. Il y a 1000 façons d'organiser une nuit des veilleurs et tous les membres de la CAT qui ici présents ont organisé ou ont participé à une nuit des veilleurs et l'idée étant d'encourager, d'inviter les membres du mouvement Église verte à se joindre
à la CAT pour être encore plus nombreux, pour défendre les droits de l'homme et les droits de l'environnement dans le cadre de cette nuit des veilleurs. Donc, écrire des messages, bah, c'est formidable. Allumer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Michel, la bougie virtuelle, c'est très bien aussi. Et puis, on a cette année l'organisation à Paris, rue Madame, au temple du Luxembourg, de la rue Madame, une nuée des veilleurs, nuit des veilleurs spécifique, spéciale, le 25 juin de 18h30 à 20h. On installera aussi une nouvelle exposition qui a été réalisée par la CAD France sur la question de la torture. Donc, c'est tout à fait le sujet, n'est-ce pas? Et nous pourrons là nous recueillir avec les confessions qui se retrouveront rue Madame le 25 juin. Donc voilà, pour être concret, on peut agir, on peut organiser, on peut participer et il suffit d'aller sur le site de la Nuit des Veilleurs pour voir un petit peu sur la carte géographique où se déroulent les événements et les Nuits des Veilleurs. Je me permets de compléter le propos de Laurence pour vous inviter plus particulièrement à inscrire vos différents événements pour le site. C'est un élément très précieux pour des partenaires comme Église Verte de pouvoir derrière, et nous nous y engageons, euh, pouvoir faire la publicité vis-à-vis de vos propositions localement auprès de nos groupes locaux Église Verte. Nous avons 750 communautés aujourd'hui qui sont dans le label Église verte et il est important pour nous de pouvoir bénéficier de l'expertise de la CAT et de votre engagement sur le terrain aussi pour engager nos communautés Église verte sur ce terrain. Et je ne peux que vous inviter, alors si vous allez sur le site, si vous tapez Église verte sur Internet, vous avez la carte de France de toutes les communautés labellisées. Donc vous pouvez voir s'il y a une communauté à proximité de chez vous et vous avez un mail de contact par rapport à la personne qui porte la dynamique. Et donc, n'hésitez pas à contacter ces responsables. Et nous, dans l'autre sens aussi, en fonction de ce qui est inscrit sur le site Internet de la Nuit des Veilleurs, nous allons pouvoir mettre en relation, du moins inviter le plus fortement possible nos communautés à participer à la Nuit des Veilleurs aux côtés des Acaciens et des Acaciens. Voilà. Et je voudrais, d'un point de vue extérieur, vous féliciter, vous, membres de la CAT, pour ce que vous faites et de la puissance et de l'intérêt de votre proposition dans le monde chrétien, de la qualité de vos propositions, de la constance de votre engagement. Et vous êtes écoutés, vous êtes vus, vous êtes lus et vous êtes admirés par de très nombreuses communautés chrétiennes. Et j'ai été très agréablement surpris d'entendre le nombre de personnes me parler à l'occasion de ce partenariat. En fait, oui, nous, on fait des choses pour la nuit des veilleurs, etc., dans des monastères, dans des congrégations, dans tout un tas de communautés, etc. Et je trouve ça formidable, cet élan qui dépasse probablement nos différentes institutions. Et donc, de ce point de vue-là, c'est toujours un plaisir d'être associé à une belle organisation comme la CAT dans le cadre de la nuit des veilleurs. On, on se dirige vers la conclusion et vers la partie prière, Laurence? Mais Oui? oui, Je pense il y a, qu'il y avait il y a juste encore une quelques question. petites questions peut-être. Question. Oui, Ouais. Eh Pacofi. ben, vas-y. Monsieur Jean-François Bénard avait posé une autre question et il demande si en France, le dispositif juridique des défenseurs de droits est suffisant ou pas, est-il suffisant ou pas, et ou bien est-ce qu'il faut d'autres textes complémentaires pour bien mener ce combat? Alors on a effectivement déjà à la CNCDH travaillé sur la question, donc fait des recommandations au gouvernement français à plusieurs reprises et Jean-François a participé activement à la rédaction de ces textes, la présentation de ces textes. On a un cadre relativement protecteur en France, mais on peut toujours aller plus loin. On a par exemple la reconnaissance qui a été faite à la suite d'un arrêt fameux sur la protection des militants qui protègent les travailleurs migrants, donc les migrants où là on a une clause particulière qui permet de mieux protéger les défenseurs des droits des migrants. Il y a effectivement sur la question du droit à l'environnement peut-être
des propositions à faire pour aller un peu plus loin, pour mieux reconnaître. D'abord, faire en sorte qu'on reconnaisse le droit à un environnement sain comme un droit humain. C'est déjà le cas en France dans la Constitution, mais il faut aller plus loin. Peut-être des mesures pourraient être prises. Moi, je suis surtout attentif au fait qu'il y a en tout cas des messages à faire passer aux autorités, notamment sur la question du maintien de l'ordre. Et je trouve que, au moins, la question de la remise en cause du schéma actuel de maintien de l'ordre, qui est vraiment un schéma brutal et violent, mériterait effectivement qu'on pose la question. Et peut-être je voulais en profiter puisque je vois que des questions étaient posées. Comment est-ce qu'on peut me contacter? Donc, on peut me contacter par différentes méthodes. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, où là, j'essaye de poster des messages qui sont toujours liés au travail que je fais, donc au mandat. Et puis sur Twitter, X, j'ai également des petits messages qui racontent au fond des histoires, hein. L'histoire de Berta Cáceres, également des cas qui montrent le résultat. C'est positif, pas encore. Donc on peut me suivre comme ça pour euh, avoir des informations et éventuellement relayer les appels que je suis amené à faire quand je dis qu'il y a une situation qui me préoccupe particulièrement. Voilà. Et puis, bien évidemment, le site du mandat qu'on trouve sur Internet, vous tapez Michel Forte, rapporteur spécial Nations Unies Environnement, et là vous arriverez sur le site UNEC, dans lequel il y a toutes les lettres de délégation que j'ai envoyées, tous les messages que j'ai postés, des vidéos que j'ai pu faire, des messages que j'ai pu enregistrer, qui sont autant d'outils nécessaires pour mieux comprendre comment on peut protéger des défenseurs menacés dans le monde. C'était la page de pub. Eh ben, difficile de conclure dans la prière, enfin, dans la prière, c'est toujours facile et agréable, mais difficile de conclure après une soirée aussi riche et aussi intéressante. Merci beaucoup pour la qualité de vos échanges et la précision aussi de vos réponses. Nous allons maintenant terminer cette rencontre et cette soirée par un moment de prière, une prière traditionnelle au sein d'Église verte qui a été écrit par des communautés d'Église verte. Je vous invite donc à la prière. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons d'avoir été à nos côtés le temps de cette rencontre. Accompagne-nous sur notre chemin de conversion ainsi que toutes les communautés engagées dans la démarche Église verte. Que nos échanges de ce jour portent du fruit et qu'ils consolident notre foi et notre espérance. Suscite de par le monde, chez les communautés chrétiennes et au cœur de toute personne de bonne volonté, le désir d'entrer en chemin de conversion écologique. Merci Père de nous donner des frères et des sœurs à aimer, une création à contempler et à protéger, un sauveur à glorifier et à louer. Et que ta bénédiction repose sur nous à jamais, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Il me revient la lourde charge d'avoir la possibilité de mettre fin à cette réunion. Encore une fois, un grand merci. Ce n'est que le début, je l'espère, d'une grande coopération et d'un grand partenariat entre la CAT et l'Église verte. Merci pour cette soirée, pour la qualité de nos échanges. Et je vous dis à très vite, à partir du 25-26 pour les nuits des veilleurs partout.